Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'impression 3D. On prend une petite pause sur le projet de rideau automatisé et la raison c'est parce que j'ai eu une nouvelle idée que je veux tester avant de faire la prochaine vidéo. Donc aujourd'hui on va parler d'impression 3D. Ici j'ai la AlphaWise U30. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, vous pouvez aller chercher sur ma chaîne si ça vous intéresse. Aujourd'hui on va regarder la U30 Pro, qui est une version améliorée de celle-ci. Et je voulais aussi vous dire que dans cette boîte-là, j'ai reçu une machine. C'est un combo CNC graveuse laser. C'est la AlphaWise C10. Et ça, je vais probablement attendre la fin du projet de rideau automatisé avant de faire un test de ça. Mais si vous êtes curieux, je vais tout de suite vous mettre un lien dans la description de la vidéo pour cette AlphaWise C10. Et aussi, il y aura un lien dans la description pour cette imprimante-là. Ça m'a été envoyé par GearBest et comme à l'habitude, je ne suis pas payé pour faire la vidéo. Sauf que si à la fin de la vidéo, vous décidez que vous voulez vous procurer la AlphaWise C10 ou la U30 ou la U30 Pro, si vous utilisez le lien dans la description de la vidéo, ça m'aide avec ma chaîne YouTube, ça m'aide à la garder en vie et ça m'aide à produire plus de contenu. Donc, merci beaucoup. On va maintenant pouvoir ouvrir la boîte et vous vous posez probablement la question, c'est quoi la différence entre la U30 et la U30 Pro? Honnêtement, il n'y a pas énormément de différence. Je me serais attendu à ce qu'il y en ait plus. Je me serais attendu à ce qu'il y ait peut-être du auto-leveling. Ça aurait pu être intéressant. Mais en fait, je vais vous raconter tout de suite c'est quoi les différences. Premièrement, l'écran tactile, il est plus gros. Donc, laissez-moi vous déballer ça rapidement. Bon, voilà, un assez grand écran tactile. Sur la U30, si je ne me trompe pas, c'est 2,8 pouces. Ici, je pense que c'est du 4,3 pouces. Donc, sur la U30 Pro, on a un plus gros écran. Aussi, sur la U30 Pro, on n'a pas les mêmes drivers pour les moteurs. Donc, c'est censé être une machine beaucoup plus silencieuse que la U30 normale. On va voir ça tout à l'heure. Et aussi avec la U30 Pro, le firmware qui est bien sûr basé sur Marlin, il est entièrement open source. Donc, vous avez accès à tous les fichiers, vous pouvez tout modifier si vous voulez, c'est entièrement libre. Bon, selon moi, toutes les imprimantes 3D qui sont basées sur Marlin devraient nous laisser avoir accès aux fichiers sources. Mais bon, on vit dans un monde où ce n'est pas le cas et maintenant, c'est devenu un argument de vente. Du moins, pour l'instant, c'est comme ça. Par contre, c'est une bonne nouvelle pour cette imprimante parce que si on a accès aux fichiers sources du firmware, ça veut dire qu'on peut faire certaines améliorations, certaines optimisations plus personnelles qui nous plaisent à nous personnellement. Mais aussi, ça va être super facile d'ajouter après ça un BL Touch ou tout autre capteur d'auto-leveling. Donc, on va pouvoir apporter des modifications. Bon, comme à l'habitude avec AlphaWise, on a un détecteur de présence de filament et aussi on a une reprise d'impression après panne de courant. Donc, si on ouvre ça ici, là, on a un petit mode d'emploi. C'est comme la U30 normale, c'est-à-dire que c'est pas entièrement assemblé, mais c'est pas entièrement désassemblé non plus. Donc, si on prend le spectre Anet A8 tout ici et CR10 qui est là, la U30 Pro se situe un petit peu au milieu. Donc, ça devrait prendre peut-être 30 minutes à assembler, j'imagine. On a un échantillon de PLA. On a notre plateau chauffant. Donc, c'est une vitre sur laquelle on a un bulle tac. Donc, on va voir si ça adhère bien. Ça devrait être pas si mal. On a ici le support pour bobine de filament. Câble d'alimentation. Attache plastique. On a ici un moteur. On a ici une pièce de métal avec des roulettes. On a ici une courroie, Allen key, une clé tout à fait classique, carte micro SD avec lecteur USB et probablement que comme à l'habitude, il va y avoir un mode d'emploi plus détaillé avec des exemples de fichiers imprimés sur la carte micro SD. On a plusieurs sacs qui contiennent des vis, un collet pour moteur, une limite switch, les roulettes, ressorts et vis pour fixer le plateau sur la structure de l'imprimante. Bout de métal avec une petite poulie, deux éléments de structure. On peut enlever cet étage, d'autres éléments de structure ainsi qu'une tige filetée. Et ensuite, tout au fond, on a la base de l'imprimante et ça, c'est à peu près tout assemblé. Donc voilà, la base de l'imprimante avec l'alimentation, le contrôleur, tête d'impression. Ensuite, on a un morceau de métal avec le moteur de l'axe des X et aussi l'extrudeur. Et en principe, ça a l'air d'être tout. Oui, ça a l'air d'être ça. Donc, au revoir. Puisque la caméra était un peu loin, je vous montre d'un peu plus près c'est quoi les pièces qui sont incluses. Et de toute façon, tout est inscrit dans le mode d'emploi. Donc, toutes les pièces sont là, vous voyez, juste ici. Les instructions ne sont pas extrêmement compliquées, donc je ne vais pas vous faire un tutoriel comment l'assembler. C'est extrêmement simple. Donc, je vais vous faire un time-lapse, puis je vous reviens après avec mes commentaires. Voici la U30, voici la U30 Pro. Comme vous pouvez voir physiquement,
Même chose. Très difficile de savoir la différence entre les deux. Il y a vraiment juste au niveau de l'écran que ça change. Après, sous le capot, c'est sûr qu'on a les pilotes différents pour les moteurs. Donc, on va voir si c'est vrai que c'est plus silencieux. Puis aussi, on se rappelle qu'on a le firmware qui est open source. Donc, on a accès au code source qu'on peut modifier pour ajouter un capteur auto-leveling, par exemple, ou faire d'autres modifications. Mais physiquement extrêmement semblable. Point de vue assemblage, c'était très simple, il n'y a vraiment rien de compliqué. Si vous avez des difficultés à assembler certains trucs, probablement qu'il y a quelque chose que vous faites qui n'est pas correct. Quand j'essayais de visser cette section-là, ici, sur ma tige de l'axe des X, ça avait de la difficulté à se visser, c'est parce que mon axe des X était à l'envers. Ensuite, on n'oublie pas que la couette de fil et le tube PTFE, ça doit passer en dessous de cette pièce-là ici. Initialement, quand j'ai assemblé l'imprimante, bien que c'est la 20e imprimante 3D que j'assemble, je crois. Je me suis pas rendu compte que ma couette de fil, elle était par-dessus cette pièce-là. Mais sinon, très simple. Il y a certaines pièces qui ont des bouts un petit peu coupants, comme ces pièces-là ici, vous voyez, en métal. Donc, avant qu'on installe les pièces autour. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Le mode d'emploi est assez clair. J'ai mis la carte SD dans l'ordinateur. Dans ce dossier-là ici, on a le mode d'emploi. On l'a en chinois, on l'a aussi en anglais. Ici, on a le dossier pour Cura, mais c'est une vieille version de Cura. Moi, je vous conseille d'aller sur le site de Cura, télécharger la dernière version. On reparlera du profil Cura et aussi du profil Simplifier 3D après. Ici, vous avez les pilotes. Donc, si vous utilisez l'imprimante avec Windows, vous devez installer probablement les pilotes pour la faire fonctionner en USB. Si vous la faites fonctionner seulement par carte SD, les pilotes, on s'en fout. Et aussi sur Linux ou sur Mac, pas besoin de pilote non plus. Et ici, on a vraiment le mode d'emploi. Si on retourne là sur la racine de la carte SD, on a ici la liste des pièces et ici, tous ces fichiers-là, .G-code, ce sont des fichiers prêts à être imprimés. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est qu'une fois que l'imprimante elle est assemblée, regardez dans le mode d'emploi la procédure pour faire l'ajustement du plateau chauffant et s'assurer que la buse ne touche pas au plateau. On peut bouger la hauteur de la switch de l'axe des Z au besoin. Puis ensuite, les ajustements plus fins, on les fait avec les roulettes ici. Ensuite, on ajoute du filament. Tout ça, c'est dans le mode d'emploi, mais je vais vous faire une petite démonstration tout à l'heure. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que une fois que vous êtes prêt à imprimer, je vous conseille fortement d'imprimer un des fichiers qui est déjà prêt d'usine, parce que comme ça, vous allez savoir que si vous avez un problème avec votre impression, c'est probablement un ajustement qui n'a pas été bien fait, ou du moins, c'est probablement quelque chose de physique avec l'imprimante, et ça ne va pas être une question de paramètres si vous essayez du premier coup de faire votre propre profil d'impression 3D avec vos propres objets. Donc, imprimez un des fichiers qui vient d'usine. Si ça fonctionne, après ça, vous pouvez faire vos propres fichiers avec vos propres profils d'impression 3D si vous le voulez, mais au moins, lorsque vous allez faire votre première impression, vous allez tout de suite savoir est-ce qu'il y a un problème avec l'imprimante ou pas. Donc, ça résume cette première partie de cette vidéo en quelque sorte. Donc maintenant, on va aller à la deuxième partie où est-ce qu'on va aller explorer les menus, où est-ce qu'on va faire les ajustements, où est-ce qu'on va ajouter du filament et où est-ce qu'on va enfin démarrer une impression 3D. Donc pour vous, c'est dans la même vidéo, mais moi, il y a une journée qui va passer, donc à tout de suite. Bonjour, c'est une nouvelle journée pour moi. Bienvenue à cette deuxième partie de la vidéo. L'imprimante, elle est branchée au mur. J'ai activé l'interrupteur à l'arrière, donc là, elle est allumée. Et en ce moment, niveau bruit en mode veille, c'est tout à fait standard. C'est pas plus ou moins bruyant qu'une autre imprimante. Par contre, il y a certaines imprimantes que en mode veille, quand l'imprimante elle est froide, les ventilateurs s'éteignent, alors que ici, c'est pas le cas. Le ventilateur de la buse, il est allumé. Le ventilateur du contrôleur, il tourne aussi. Le ventilateur de l'alimentation, je l'entends pas vraiment, mais il y en a probablement un qui tourne là-dedans aussi. Mais puisqu'on a accès au code source de cette imprimante, une modification que je ferais, c'est que lorsque l'imprimante elle est froide, elle est en mode veille, j'éteindrais au moins le ventilateur de la buse, ça ajouterait un peu de silence. Par contre, là où ça va se jouer, c'est pendant l'impression, le bruit des moteurs. Là, il va falloir voir si c'est vrai que c'est beaucoup plus silencieux que les autres imprimantes 3D que j'ai testées auparavant. Bon, alors, je vous propose qu'on regarde rapidement les menus. J'ai éteint les lumières parce que avec l'angle de la caméra, il y avait des reflets de lumière. Donc, j'espère que vous voyez bien l'écran. J'ai regardé rapidement pour me familiariser un peu. Donc, ici, on a l'écran d'accueil. Donc, c'est un écran qui va nous résumer température de la buse, température du plateau, fichier en cours d'impression. Et actuellement, il n'y a rien. Le temps qui a été écoulé depuis le début de l'impression. La hauteur qu'on est rendu dans notre impression, puis le pourcentage de complétion. Donc, pendant qu'on imprime, on va probablement être sur cet écran-là ici, où est-ce qu'on va avoir là, un résumé de ce qui se passe en ce moment sur l'imprimante. Et ça peut paraître surprenant, mais il y a certaines imprimantes qui ont
pas vraiment de page comme ça, de résumé. Et moi, je trouve que c'est probablement la page la plus importante. Tout en haut, j'ai un petit plus. Je clique sur About et j'ai des informations. Donc, U30 Pro, volume d'impression, le firmware de l'écran, le firmware qui est dans le contrôleur. Donc, on voit qu'on est en Marlin 1.1.9 et on voit que l'imprimante a déjà imprimé pendant 1h11 minutes. Donc, probablement un test qu'ils ont fait à l'usine. Ensuite, on clique sur Home. On revient à cette page d'accueil. Si je vais dans Tune en bas, ici, je vais pouvoir régler la température de la buse, donc par bond 10 ou par bond 1. Et je peux appuyer ici pour faire refroidir. Même chose pour le plateau chauffant. Même chose pour la vitesse du ventilateur qui refroidit le plastique. Donc, pas le ventilateur qui refroidit la tête d'impression. C'est vraiment celui qui souffle sur le plastique. Ensuite, vitesse d'impression et la vitesse à laquelle on fait sortir du plastique. Ensuite, si je vais tout en bas dans Move, je peux faire bouger mes axes. Je peux choisir si je fais bouger mes axes en 10 mm, 1 mm ou 0.1 mm. Je peux faire un Home de juste l'axe des Z ou je peux faire un Home de tous les axes. Je peux faire bouger l'extrudeur. Je peux désactiver mes moteurs juste ici et je peux les réactiver juste là. Ensuite, si je vais dans Utilities, j'ai ici filament. Donc, je peux ici dire de faire chauffer pour du PLA ou de l'ABS. Et ensuite, je peux dire que je veux faire entrer ou sortir le filament. Puis je peux choisir la température. Ensuite, si on fait Back, on voit Leveling. Et ça, c'est des petits raccourcis pour envoyer la buse à certains endroits. Et ensuite, on fait nous-mêmes le nivelage avec les petites roulettes sous le plateau. On retourne et on va aller dans Print. Et dans Print, c'est là qu'on va cliquer sur Files. Et on voit ici la liste des fichiers qui sont sur la carte SD. Donc ça, c'est les fichiers d'usine. Ensuite, on va pouvoir cliquer sur un des fichiers. On voit, ça dit Selected File. On fait Open. Et là, ça dit, est-ce que vous voulez commencer à imprimer? Et là, c'est là qu'on dirait oui. Par contre, avant de faire oui, il va falloir ajuster l'imprimante. Donc, laissez-moi aller rallumer les lumières. Je vais aller dans Move et je vais cliquer sur Disable pour être certain que mes moteurs, je peux les faire bouger à la main. Maintenant, ce que je vais faire, si vous voyez le collet du moteur de l'axe des Z ici, je vais faire descendre ça au complet jusqu'à ce que ma switch fasse un clic. Donc, on descend, on descend, on descend, on descend. Et voilà, ça vient de faire un clic. Donc maintenant, je vais regarder est-ce que ma buse touche au plateau ou pas. Comme vous pouvez voir, la buse est au-dessus du plateau. Donc ça, c'est bien. Si vous n'arrivez pas à faire un clic sur la switch et que le plateau et la buse sont en contact, ce que vous devez faire, c'est déplacer cette switch-là. Donc vous vissez et vous montez ou vous descendez selon votre situation. Puis le but, en fait, c'est que lorsque les vis du plateau sont à peu près à mi-chemin, donc pas complètement vissées, pas complètement dévissées, entre les deux, il faut être capable de cliquer sur la switch ici, puis être relativement près du plateau. Puis ensuite, on va rapprocher le plateau de la buse en faisant tourner nos roulettes ici. Mais là, maintenant qu'on sait qu'on est capable de faire toucher la switch sans que la buse touche le plateau, on va aller faire un Home. Donc, je vais faire un Home de tous mes axes. Et là, déjà, ce qui est fascinant, je ne sais pas si vous êtes capable de l'entendre ou si vous êtes capable de ne pas l'entendre, mais c'était presque silencieux. Donc, c'est vrai que les drivers des moteurs de cette imprimante rendent les moteurs très, très, très silencieux. C'est quelque chose que j'ai entendu parler extrêmement souvent, mais je ne l'avais jamais testé moi-même. Et je vous avoue que j'étais un peu sceptique. Je me disais que ça ne ferait pas une énorme différence, mais c'est vraiment presque silencieux. C'est intéressant. Je vais essayer de vous faire entendre vraiment la différence. Voici la U30 normale. Donc, je vais aller dans Move Head et je vais faire un Home. Donc, j'imagine que ça vous donne une idée du niveau de bruit. Donc, c'est pas extrêmement bruyant, mais on entend définitivement que les moteurs bougent. Ensuite, même chose sur la U30 Pro. On va faire Home et on va faire oui. Et on va le faire pour l'axe des Z. Donc, je ne sais pas si vous l'entendez. Moi, j'entends pas grand-chose. Alors, les mouvements des moteurs sont extrêmement silencieux si je compare avec mes autres imprimantes. Donc, quand on va être en train d'imprimer, oui, on va entendre des bruits de ventilateur, mais les bruits de ventilateur, c'est des bruits qui sont quand même constants. Et les bruits des mouvements de l'imprimante, qui sont des bruits qui sont pas constants et j'imagine qu'on pourrait dire qu'ils sont plus dérangeants, ben ça, on va moins les entendre. Donc, ça peut être très intéressant si vous avez votre imprimante dans un endroit que vous voulez garder relativement silencieux. Maintenant que j'ai fait un Home, on voit la hauteur de la buse par rapport au plateau. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajuster mes roulettes sur chaque coin et avec une feuille de papier, je vais m'assurer qu'il y a juste un tout petit peu de friction entre la buse et le plateau. Donc, je me suis mis dans le menu Leveling. Je m'assure qu'il y a vraiment
pas de plastique qui sort de la buse parce que sinon on va pas être capable de faire notre nivelage comme il le faut. Je me mets à la première position. Ça a l'air pas mal, donc je vais aller dans Move et je vais tout remettre sur Home. Et maintenant, je vais aller refaire un leveling juste pour être certain que c'est bien réussi. Donc maintenant, je vais refaire un Home encore une fois. C'est curieux parce qu'on dirait qu'il n'y a pas un bouton pour faire Home de tous les axes. On peut seulement faire Y et X en même temps. Puis ensuite, il faut faire Z manuellement. J'aurais aimé ça qu'il y ait un bouton qui fasse tout d'un coup. Je vais désactiver les moteurs. Maintenant, je vais aller à des points moi-même manuellement. Donc, on regarde ça comme ça. Donc maintenant, je vais aller dans Utilities, je vais aller dans Filament. Je vais cliquer sur PLA. Ça chauffe ma buse à 200 degrés, ça chauffe mon plateau à 60 degrés, donc ça c'est bon. Bon, on est à 194 degrés pour la buse, donc je vais commencer à entrer du filament. Puis on est déjà rendu à 54 degrés pour le plateau, donc ça chauffe à une vitesse tout à fait raisonnable. Donc ça fait peut-être 1-2 minutes, je sais pas. La bobine de filament est installée et je vais me prendre une longueur de fil. On fait passer ça dans le petit trou juste ici. Et là, vous voyez, le filament, il est entre les deux engrenages. Donc, maintenant, en fait, on va pincer ça et on va faire entrer le filament dans le tube. Sauf que ça, je peux pas vraiment faire ça à une main. Et voilà, vous voyez, le filament est entré. Maintenant, on a le choix. Soit on clique sur Load pour faire entrer le filament automatiquement, ou sinon, on y va à la méthode manuelle qui est, selon moi, plus rapide. Premièrement, on va faire monter l'axe des Z. Et maintenant, avec la petite pince, on va nous-mêmes faire entrer le filament. Et on va en faire entrer jusqu'à ce qu'on voit que ça sorte de la buse. Et là, en ce moment, je vois que ça sort de la buse, mais ça sort noir. Donc, c'est probablement la couleur qu'ils ont utilisée à l'usine pour faire les premiers tests. Donc, je vais faire entrer du filament jusqu'à ce que ça sorte bleu. Donc, vous voyez, ça a sorti noir. Maintenant, ça commence à sortir bleu. Je vais en faire sortir encore un petit peu. Donc là, vous voyez, en fait, on a encore du noir. C'est pas terminé. Et là, tranquillement, ça commence à devenir bleu. Et voilà, maintenant, je pense qu'il n'y a plus de noir. Donc, je peux enlever ça. Et maintenant, je vais aller dans Print. Je vais faire File et je vais aller imprimer un Benchy. On va faire Open. On va faire Yes. Et voilà, maintenant, on est en préchauffage, mais on est déjà à la bonne température, donc ça devrait pas être bien long. Ah, l'imprimante est en train de bouger, elle fait son home, puis elle va commencer à imprimer ce fichier qui est déjà préparé d'usine. Donc, si ce fichier-là ne fonctionne pas, ça veut dire qu'il y a un ajustement qui est pas bon avec l'imprimante. Et si ce fichier fonctionne, ça veut dire que l'imprimante est bien assemblée, bien ajustée. Et à partir de là, on peut commencer à faire notre propre profil d'impression 3D et imprimer nos propres fichiers. L'impression est commencée, ça colle bien au plateau, donc on va la laisser travailler. Je vais vous faire un petit time-lapse de ça, puis ensuite on va revenir avec notre propre objet, avec notre propre profil d'impression 3D et on va imprimer quelque chose d'autre. Je viens de démarrer le time-lapse et je voulais juste vous faire remarquer que l'imprimante est en train d'imprimer et écoutez le son. On entend presque seulement les ventilateurs. On n'entend pratiquement pas les moteurs bouger. Donc je vous envoie vers un time-lapse. L'impression du fichier d'usine est terminée et on va se le dire avec les paramètres qu'ils ont choisis à 2h35, c'est assez long et aussi la qualité n'est pas excellente et on a eu de la sous-extrusion ici. Donc ça, c'est pas une très belle impression, mais au moins on sait que l'imprimante est fonctionnelle. Donc maintenant, je vais y aller avec mes propres paramètres. On va essayer d'imprimer un bateau qui est plus beau que celui-ci. Donc je vous le montre de plus près. Vous voyez ce que ça a donné. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc on va essayer de faire un meilleur bateau et lorsqu'on aura un meilleur bateau, on essaiera d'imprimer un autre objet. Pour faire différent, je vais changer de couleur le filament. Bon, vous vous rappelez, on a l'onglet filament qui permet d'entrer et de faire sortir du filament. Sauf que personnellement, moi, je préfère faire ça manuellement. Donc, je vais aller dans Tune, je vais aller dans Nozzle et je vais le faire monter jusqu'à 180 degrés Celsius. Bon, la température voulue, elle est atteinte. Donc, ce que je fais, c'est que j'appuie sur le ressort. Et ce que j'aime faire, c'est en faire sortir un tout petit peu. Puis ensuite, je tire rapidement. Et voilà, maintenant, je peux enlever le reste du plastique. Et l'embout qui est ici, bien sûr, on va le couper un petit peu. Puis on va essayer de couper avec un angle de 45 degrés. Ça va aider quand on va vouloir réutiliser le plastique dans l'imprimante pour l'insérer dans l'extrudeur. Bon, je propose qu'on y aille avec un petit peu de rouge, pourquoi pas? Eh bien, apparemment, ça va pas fonctionner aussi facilement. Alors avec les bobines qui ont un centre un peu plus petit, on dirait qu'on va devoir y aller avec un support externe. Et là, on est déjà à température, donc je vais faire entrer ça
Et voilà, ça je vous avais déjà expliqué comment faire pour mettre du filament tout à l'heure. Bon ben le petit bateau, je voulais enlever le dessous ici qui est fait pour s'enlever, mais puisqu'il n'était pas très solide, ça a complètement brisé. Voilà ce qui arrive quand on a de la sous-extrusion, n'est-ce pas? Bon, comment est-ce qu'on va faire nos propres paramètres? Je vous fais une démonstration sur Cura parce que je pense que ça va être ce qu'il y a de plus populaire vu que c'est gratuit. C'est disponible sur Windows, Mac et Linux. On va aller dans paramètres, on va aller dans imprimante et on va aller dans ajouter une imprimante. Ensuite, on va aller dans ajouter une imprimante qui n'est pas reliée au réseau. On va aller dans autres. Là-dedans, il n'y a pas de AlphaWise U30 Pro, sauf qu'il y a une Creality Ender 3 et les dimensions sont pareilles. On clique sur Add tout en bas et maintenant on peut aller dans paramètres, imprimante. On peut faire gérer les imprimantes, puis la Ender 3, on peut la renommer. On va écrire à la place AlphaWise U30 Pro. Les paramètres de la machine, en théorie, ça devrait être les mêmes, donc on n'a pas vraiment besoin de toucher à ça. On va juste jouer un petit peu avec le profil ici. Et ça, c'est la dernière version de Cura que j'utilise. C'est ce que je vous conseille d'utiliser. Une petite recherche sur Google, écrivez Cura, C-U-R-A. Encore une fois, c'est gratuit. Côté qualité, donc l'épaisseur des couches, on va y aller en 0.2 mm. Ensuite, shell, ça c'est l'épaisseur de nos côtés, on va y aller 0.8, ça c'est bon. 0.6 pour le dessus, 0.6 pour le dessous. Assez standard. Le infill, moi je vais y aller avec 15%, donc ça c'est le pourcentage de remplissage. Le matériel, moi je veux l'imprimer à 210 degrés mon PLA avec le plateau à 60 degrés. La rétraction elle est activée. La vitesse d'impression, moi je vais y aller à 60 mm/s. Si on veut une meilleure qualité, on peut y aller à 40 mm/s. Et si on veut y aller un petit peu plus vite, on peut y aller à 80 mm/s. Ça devrait le prendre. 60 mm/s, ça va être un bon compromis entre les deux. Ça ici, on touche à rien. Cooling, oui, à 100%. Le support, on n'en aura pas besoin pour l'instant. L'adhésion, je vais mettre un skirt qui va simplement faire une ligne de plastique autour de mon impression. Et comme ça, on est certain qu'on commence à bien faire sortir du plastique avant d'imprimer. Puis, double extrusion, ben, on n'en a pas, on a juste un extrudeur. Donc voilà, notre profil de base, il est déjà configuré. C'est pas plus compliqué que ça. Sur le site de Thingiverse, on peut écrire Benchy Boat. Et là, on voit celui-là ici. On va aller dans Thing Files. Et on va aller chercher 3dbenchy.stl. On l'enregistre à quelque part. On peut maintenant quitter le navigateur web et on va importer ça dans Cura. Le bateau, il est juste ici. On voit que Cura, maintenant, il a slicé. Il a donc préparé notre fichier. On voit que ça va peser 10 grammes. Ça va prendre 3,41 mètres de filament et ça devrait prendre 1h38 minutes. Alors, beaucoup plus rapide que le fichier d'usine. Si on fait Preview ici, maintenant, on va être capable de regarder qu'est-ce qui se passe couche par couche, donc ça peut être très pratique. La carte SD est insérée dans l'ordinateur, donc je peux faire sauvegarder. Ensuite, j'éjecte la carte SD et puis on va être prêt à aller vers l'imprimante. La carte SD est de retour dans l'imprimante. On va aller dans Print et on va aller dans Files. Le nouveau fichier, c'est celui-là ici, donc à ne pas se mélanger avec celui qui avait déjà sur la carte SD. Le nom est un petit peu différent. Ensuite, on va faire Open, on va faire Oui. Puis l'imprimante, elle va faire sa magie, elle va débuter l'impression. Donc encore une fois, je vous envoie vers un timelapse de ce Benchy. Et si celui-là fonctionne, on va déjà avoir donc créé notre profil, on va savoir quels paramètres on veut utiliser avec cette imprimante-là et on va être prêt à imprimer quelque chose d'autre. Et voici le deuxième bateau, beaucoup plus beau que le premier. Et voilà, on décolle ça. Le voici de plus près. Donc, comme vous pouvez voir, il est beaucoup plus beau que tantôt. Il n'y a absolument aucun fil d'araignée dans les portes. Donc, ça, c'est bien. La cheminée bien ronde. Il n'y a pas de débordement ou quoi que ce soit autour, vraiment, là, non plus. La surface sur le dessus. Et même chose, la surface du bateau. Tout a bien été aussi, on n'a pas de trou. Les périmètres ici, ils sont bien remplis, il n'y a pas de trou là non plus. À l'arrière ici, c'est assez difficile de lire Benchy. En fait, j'arrive pas vraiment à le lire. Donc, peut-être un petit ajustement à faire ici. La première couche ici, par contre, on est capable là, de lire ct3d.xyz. Donc, ça va. Donc, un bateau là, de bien meilleure qualité avec les paramètres fait maison comparé au bateau initial. Regardez comment il y avait des débordements ici sur la coque du bateau versus ici, beaucoup plus propre. Donc vraiment, le fichier d'usine a été utilisé pour voir si l'imprimante arrivait à imprimer. Et une fois qu'on sait qu'elle imprime, là, on est capable d'aller chercher des résultats qui sont bien meilleurs en faisant nos propres paramètres à nous. Maintenant que j'ai fait ce petit bateau avec succès, je sais que globalement, mes paramètres sont assez bons. Donc, j'ai envie d'imprimer quelque chose. C'est une petite pince. J'ai trouvé ça sur Thingiverse. Le nom de l'utilisateur juste ici. Je vais mettre le lien dans la description. Et il y a 3 grandeurs. Moi, j'imprime la grandeur
grandeur du milieu ici, la grandeur médium. Et dans les paramètres recommandés, ça dit de mettre le remplissage à 100%. Donc, c'est ça qu'on va faire. On va imprimer cette pièce-là remplie là, vraiment à 100%. Donc, vous voyez, c'est entièrement plein sur toutes les couches. Donc, j'ai déjà mis ça sur la carte micro SD et la carte micro SD est déjà dans l'imprimante. Donc, Print, Files, et voilà, on clique là-dessus. Et on est prêt, donc l'imprimante va chauffer et elle va imprimer et il faudrait probablement que j'enlève ça avant que ça commence. Bref, encore une fois, pour cette petite pincette, je vous envoie vers le timelapse. Voici la pince, elle a terminé d'imprimer. Sur la première couche, il y a un peu de plastique qui s'est fusionné, donc dans cette région-là ici, et aussi les dents. Donc, originalement, la pince ne fonctionnait pas, mais avec un X-Acto, j'ai réussi à libérer les dents et j'ai aussi réussi à libérer la petite section ici. Donc, maintenant, j'arrive à pincer avec. Par contre, petit défaut d'impression, du côté droit de ma pince, le périmètre et la surface ne sont pas exactement bien collés dans cette région-là en haut et dans cette région-là ici. Et c'est bizarre que ça ait fait ça parce que sur le bateau, je n'ai absolument pas eu ce problème. Toutes les surfaces se sont extrêmement bien collées ensemble. Avec certaines imprimantes, des fois, le périmètre du bateau, au milieu, on dirait qu'il y a une ligne vide ou du moins, on dirait que le périmètre n'est pas bien collé. Et pourtant, ça ne l'a pas fait ici. Mais j'ai eu ce petit problème d'impression. Donc ça, c'est peut-être un problème avec le modèle, c'est peut-être un problème de paramètres, c'est peut-être un problème d'ajustement. Mais bref, la pince, est-ce qu'elle fonctionne? Oui, elle fonctionne. Et elle fonctionne très bien. Ça serre extrêmement fort. Donc là, je ne sais pas trop comment vous le montrer, mais si je pince mon doigt comme ça, honnêtement, ça fait mal. Si j'enlève, probablement qu'on va voir des traces. Ah oui, un petit peu. Bon, voici une spatule. Je vais pincer la spatule. Voilà, la spatule, elle tient bel et bien. Donc, une pince assez solide. Donc, pour des sacs plastiques ou des trucs du genre, ça peut être utile. J'avais déjà essayé un autre design de pince auparavant, mais je trouvais que ça pinçait pas assez fort. Et ça faisait longtemps que je voulais essayer ce design-là et ça fonctionne très bien. Je pense que mon plateau, s'il avait été un tout petit peu plus éloigné de ma buse, j'aurais pas eu la fusion justement des premières couches qui a fait que j'ai eu besoin d'un X-Acto pour décoller la pince et la faire fonctionner. Mais globalement, ça a très bien fonctionné. Bien sûr, le trou qui est ici et le trou qui est là, c'est normal. Il y a vraiment juste le petit contour ici qui a l'air d'un défaut, mais à l'arrière, tout s'est bien passé. Donc ici, je peux voir que l'imprimante a réussi à créer un objet qui est très solide et aussi avec le bateau, on est capable de voir que l'imprimante, elle est capable d'aller en détail, elle est capable d'imprimer dans le vide sans faire de fil d'araignée et elle est capable d'avoir une bonne précision. Donc moi, puisque ces deux objets-là, ça fonctionne, je sais que l'imprimante, elle est capable de faire beaucoup plus. Je n'ai pas rencontré de problème avec la buse, il n'y a pas eu de blocage ou quoi que ce soit. J'ai pas eu de problème avec mon axe des Z. Dès que je bouge, ça bouge des deux côtés. Donc parfois, il y a des imprimantes que lorsqu'on bouge, il y a comme un délai avant que l'autre côté, il monte aussi. Là, l'axe, il est bien droit, il monte comme il faut, il descend comme il faut, donc ça va. Le cadre est assez solide, ça bouge pas vraiment. Alors, comme la U30 classique, c'est une imprimante qui semble bien fonctionner. C'est vrai qu'elle est plus silencieuse que la U30. C'est vrai que l'écran il est plus gros. C'est vrai que le firmware est open source. Donc, est-ce que cette imprimante-là peut faire de bonnes impressions? Oui. Est-ce qu'elle vaut la peine versus la U30 normale? Ça, c'est plutôt à vous de décider selon les différences entre les deux. Donc, comme je viens de le dire, on a un plus grand écran, on a accès au code source de l'imprimante et les moteurs sont plus silencieux. Donc, ça, c'est vraiment à vous de voir si ça vaut la différence de prix. Donc moi, je pense que c'est une imprimante qui a du potentiel. Si vous voulez avoir plus d'informations, le lien est dans la description. Si jamais un jour je rencontre un problème avec cette imprimante-là, je vais ajouter un commentaire épinglé sous la vidéo. Mais jusqu'à présent, mon expérience s'est très bien passée. Et aussi, je précise que les bobines que vous achetez, essayez d'avoir un trou au milieu qui est assez grand parce que sinon, vous ne pourrez pas les mettre sur votre support. Donc alors, pour référence, il faut que la bobine, le trou soit plus grand que 3,5 cm de diamètre. Et il ne devrait pas avoir de problème pour insérer la bobine sur le support. Je pense que ça conclut ma vidéo. Mon Benchy m'a prouvé que l'imprimante, elle est capable d'imprimer convenablement. Il reste seulement à voir fiabilité à long terme. Est-ce que ça fonctionne ou pas? AlphaWise, il commence à être de plus en plus connu. Ma U30 classique et ma U20, il y a eu plusieurs heures d'impression qui ont été faites dessus. J'ai eu quelques petits problèmes avec la U20 et j'en avais parlé dans une vidéo.
Puis une fois que ça a été réglé, pas eu vraiment de problème après. La U30 classique, elle a eu aucun problème. Donc celle-là, j'ai quand même confiance qu'elle devrait être fiable. Donc là, c'est vrai, ça conclut la vidéo. Donc allez voir les liens dans la description de la vidéo. Donc entre autres, il va y avoir un lien vers cette imprimante si vous voulez plus d'informations. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres tests, d'autres vidéos. La suite des rideaux automatisés, bien sûr. Et aussi la vidéo sur la graveuse CNC, graveuse laser. On va regarder ça bientôt. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. Et moi, je vous revois la prochaine fois dans une vidéo. Ciao tout le monde!